Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau webinaire. Ce contenu exclusif vous est proposé par Pharmacy Lunch, le réseau social sécurisé et éthique des professionnels de la pharmacie, que je représente en tant que responsable marketing communication. En quelques mots, pour celles et ceux qui peut-être ne nous connaissent pas encore, Pharmacy Lunch est une plateforme d'échange 100% pharma, très simple et intuitive, conçue pour resserrer les liens entre la ville et l'hôpital, mais aussi pour communiquer, vous informer, partager de bonnes pratiques, grâce notamment à la messagerie instantanée, les lunchs de discussion ou les vidéos métiers. Je vous invite à y découvrir l'ensemble de nos services et outils comme la base de données de médicaments Teriac, les offres d'emploi avec Team Officine, l'annuaire géolocalisé de vos confrères et consoeurs et bien plus encore. Aujourd'hui, vous êtes environ 5000 pharmaciens, préparateurs en pharmacie et étudiants à avoir rejoint la communauté et à échanger de manière confidentielle et sécurisée. Si vous n'êtes pas encore inscrit, sachez que c'est complètement gratuit. Vous pouvez nous retrouver à tout moment sur les navigateurs Internet depuis un ordinateur ou votre téléphone. Si vous ne disposez pas de numéro RPPS, vous pouvez également nous envoyer une demande d'inscription à contact@pharmacylunch.fr ou tout simplement m'envoyer un mail avec votre demande. Pharmacy Lunch, c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner concrètement au quotidien dans votre métier. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat qui est mis à votre disposition. Pensez bien tous à désactiver vos micros et caméras pour le bon déroulement de ce webinaire. Ce contenu est enregistré et sera également disponible en replay dans quelques jours. Dans ce nouvel épisode, nous allons évoquer les préparateurs en pharmacie hospitalière, une profession en pleine mutation. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui Sylviette Garrigou, présidente de la NPPH, et Sébastien Amoureux, pharmacien et trésorier adjoint du SNPGH. Bonjour madame, bonjour monsieur et bon webinaire. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par à prendre la parole parce que par remercier Pharmacy Lunch qui accueille ce webinaire qui est à l'initiative conjointe de la NPPH et de SNPGH. L'idée étant pour nous de mieux connaître nos principaux partenaires que sont les préparateurs en pharmacie hospitalière. Donc, je vais commencer très rapidement, comme nous le faisons à chacun de nos webinaires au SNPGH, pardon, par présenter rapidement notre bureau, qui est présidé par Madame Florence Compagnon, qui représente, qui est PH dans le privé, dans le public. Excusez-moi. Elle a comme vice-président, justement, c'est important, un vice-président qui représente l'exercice privé avec Monsieur Nambeau. Madame Delphine Chevalier, elle représente les ESPIC. Et ils sont tous les deux vice-présidents et accompagnent notre présidente en représentant justement ces trois valences de la pharmacie hospitalière, le public, le privé et les ESPIC. Le bureau est ensuite composé de Madame Agnès Berneron, pardon, qui travaille à Arras pour le groupe Ramsay. Nous avons Madame Carpentier, qui est pharmacien PH, qui travaille pour l'Omedit Hauts-de-France. Qui sont secrétaires et secrétaires adjointes. Nous avons Madame Siméon, qui est notre trésorière, qui travaille dans un ESPIC, et Sébastien, enfin moi-même, pardon, qui suis trésorier adjoint. Et nous avons deux administrateurs qui nous accompagnent dans toutes nos démarches, que sont Monsieur Swan-Paul et Madame Auchard. Voilà. Donc, une fois que ces présentations sont faites, je vous rappelle juste que le SNPGH est un syndicat qui a pour but de vous accompagner dans vos différentes démarches, questionnements vis-à-vis de vos directions, vis-à-vis de vos démarches qualité, métier. Et puis, nous offrons également une assistante juridique à nos adhérents dans le cadre de leur démarche professionnelle. Donc voilà, nous avons une permanence téléphonique et puis nous répondrons à vos questions par email. Voilà. Ce soir, et nous vous proposons fréquemment des webinaires avec des thématiques variées qui répondent à nos questions métiers, à nos différentes façons d'exercer. Aujourd'hui, il y a un point commun à toutes nos façons d'exercer, c'est les préparateurs en pharmacie, nos principaux partenaires, comme je vous le disais en introduction. Donc c'est pour ça que nous avons proposé à la NPPH, qui sont des partenaires de longue date, de faire ce webinaire et de présenter les évolutions du métier,
de préparateurs et puis d'échanger avec nous sur la façon d'envisager nos partenariats. Florence, tu veux prendre la parole? Oui, exactement. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être Bonjour. aussi nombreux grâce à l'animation proposée par Aurélie, Sébastien et Sylvette. Je voulais juste rajouter, tu aurais pu, si tu voulais, présenter notre site dont on est très fiers. C'est un site qui vit depuis une année. Et puis, rajouter aussi les 2 protections qui sont données. D'abord, il y a une RC qui est adossée à la cotisation, qui est aujourd'hui la plus faible de celle qui est demandée aux autres, parmi tous les syndicats qui proposent une prestation. Eh bien, nous sommes au niveau valeur la somme la plus modique, avec une protection supplémentaire par rapport aux autres. On essaye de se distinguer, qui est une protection psychologique avec une hotline disponible. Voilà, je voulais juste ajouter ça, et bon webinaire et bon courage à Sylvette pour nous captiver. Ça a été préparé de main de maître avec notre amie Sylvette. Sylvette, Merci. tu as la parole. Et voilà, voici sous vos yeux notre nouveau site qu'on fait vivre depuis une année. Bien sûr, en bas de page, vous avez toutes les actualités. Le webinaire était annoncé. Et puis, dans votre espace adhérent, vous trouverez le diaporama de Sylvette. Et Aurélie vous a promis également un enregistrement. Voilà. C'est à vous. Merci. Merci Florence. Donc, je vais me présenter. Donc, je vais me présenter, Sylvette Garrigou. Je suis donc la présidente de la NPPH, l'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière. Donc, tout d'abord, je vais présenter aussi l'association. Donc, l'association, c'est une association nationale qui est à but non lucratif au service de toute la profession, qui regroupe les préparateurs en pharmacie qui exercent leurs activités dans les établissements de santé ou médico-sociaux publics, privés, militaires ou dans les services départementaux d'incendie et de secours. Une chose importante, l'ANPPH est une association et elle ne se substitue pas aux syndicats, leurs prérogatives portant entre autres sur les salaires, conditions de travail et prestations sociales, ce que l'ANPPH ne fait pas puisque ça n'est pas non plus dans l'objet de ses statuts. L'association donc, a pour objectif de rassembler, comme je disais, tous les préparateurs en pharmacie des secteurs hospitaliers ou médico-sociaux, de valoriser l'exercice professionnel, de faire face aux exigences des missions de la pharmacie hospitalière, d'où cette collaboration avec les pharmaciens au quotidien, informer les professionnels sur l'évolution de la législation, sur l'évolution des métiers, et actuellement on est en plein dedans, participer donc à l'évolution du métier et à la formation des préparateurs en pharmacie des établissements de santé, et représenter la profession des préparateurs en pharmacie auprès des tutelles, partenaires professionnels, et promouvoir le métier en France et en Europe. Donc, comme vous le savez, le décret du 31 juillet, pour juste parler un petit peu des événements, entre guillemets, récents concernant l'attribution du grade licence aux titulaires du diplôme dont la formation a démarré à la rentrée 2024. Donc là, vous trouverez les décrets, les arrêtés que tout le monde connaît forcément par cœur. Donc là, effectivement, vous les retrouverez dans le diaporama et puis sur le replay du webinaire. Donc, ce qui fait qu'à partir de maintenant, le DE PPH grade licence se met en place dès la rentrée 2024 avec une abrogation du DPPH au 1er janvier 2025. Donc, actuellement, on est en plein dans des mesures transitoires qui vont être proposées, ce qui est déjà le cas pour permettre aux diplômés BP, qui restent quand même les majoritaires, d'accéder à cette 3e année universitarisée. La VAE, et c'est important parce qu'on en parlera un peu plus tard sans doute, restera une voie d'accès qui restera très importante. Donc, notre fonctionnement au quotidien presque, parce qu'on reste quand même, ce qui est important, c'est qu'on est une association nationale et on est tous, comme le syndicat aussi qui nous accueille, des bénévoles. Et donc, il est important qu'on se fédère et qu'on travaille ensemble
parce que le métier et l'évolution ne se fera qu'avec nous et avec ce que nous souhaitons faire. Et au niveau de la ressource humaine, c'est la profession des préparateurs et pas seulement ses représentants, c'est la profession entière qui doit être fédérée et travailler sur les nouveaux dispositifs en place et tout ce qu'on peut faire demain avec ces professions qui sont en pleine mutation. Donc, nous avons des échanges constructifs et réguliers avec le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, particulièrement la section H, évidemment, avec les syndicats de pharmaciens hospitaliers, donc en l'occurrence le SNPGH, avec qui j'ai le plaisir ce soir et qui nous a invités à faire ce webinaire, et encore merci de cette collaboration, le SNPHPU, le SYNPREF et le syndicat aussi des radiopharmaciens. Excusez-moi, Sylvette. Oui. Je crois que vous n'avez pas activé votre partage. On ne voit pas votre présentation. Ah, alors attendez voir. Je vais revenir en arrière. Je vais revenir. Donc, alors désolé. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Super. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. OK. Alors, donc, je le mets en diaporama. Je suis désolée, oui, il y a dû y avoir un petit problème. Hop. Voilà, là, vous le voyez? Oui. Oui, là, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Alors, donc, je vais revenir en arrière là sur ce que j'étais en train de dire. Donc, avec les syndicats, avec l'Association nationale des étudiants en pharmacie, ce qui a permis quand même dans les travaux que nous avons eus en 2019 d'écrire cette motion de collaboration rédigée avec l'Association des étudiants et qui a permis l'ouverture et l'accès aux études pharmaceutiques pour les préparateurs titulaires du BP ou du DPPH pour accéder en deuxième et en troisième année aux études pharmaceutiques sur la base évidemment d'un dossier. Et donc tous les ans, il y a plusieurs préparateurs en pharmacie, qu'ils soient officines ou hospitalières, qui sont admis dans chaque université et avec d'excellents résultats d'après ce que nous a reporté les doyens qu'on croit fortement. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, à nos Journées nationales de Poitiers, il va y avoir quelqu'un qui va faire un retour d'expérience qui maintenant est en 5e année et qui a pu accéder grâce à cette motion de collaboration écrite en 2019. Donc aussi, on est en partenaire, enfin, on travaille en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale. Ensuite aussi, on travaille avec les associations représentatives des préparateurs en pharmacie d'officine. C'est vrai qu'on avait commencé à travailler il y a quelques années, quand on a parlé de la mise en place de l'universitarisation qui a débuté quand même en 2012 avec les doyens d'université. Bon, après, on a su, pour ceux qui ont suivi, et tous les adhérents de la NPPH le savent parfaitement, qu'il y a eu des échanges et que ça a été un petit peu chaotique avec du en avant, du après. Enfin, ça a été un petit peu compliqué pour arriver quand même en 2024, enfin, à ce DE grade licence, même si on aurait préféré une vraie licence au départ, pour tous d'ailleurs. Le APITI, alors le APITI, on fait partie de l'Association européenne des techniciens de pharmacie. On a été membre fondateur d'ailleurs avec le Portugal en 2010 et on travaille sur des travaux européens, sur la veille réglementaire aussi, et puis on a aussi un dossier mobilité qui est un petit peu compliqué, mais sur lequel on travaille aussi. Il est quand même important qu'on puisse justement pouvoir voir ce qui est possible de faire en Europe, parce qu'on a vraiment, il y a une disparité des études et des diplômes qui est quand même très, très importante. Et on fait partie également de l'UIPAM, donc c'est l'Union interprofessionnelle des associations de rééducateurs et de médico-techniques depuis 1996, et ce qui a permis, en fédérant nos associations professionnelles, ça a permis au PPH de pouvoir accéder aux écoles de cadres de santé, puisqu'on est et on reste des médicothèques comme les autres. Et donc, il était important qu'on puisse aussi pouvoir accéder à cette filière-là.
Parmi les partages, travaux et échanges, on fait partie de tous les groupes de travail qui sont cités là, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, où on apporte, on a des travaux réguliers avec des membres de notre CA qui assistent régulièrement aux réunions et qui écrivent aussi avec justement cette autorité. On travaille aussi, on fait partie du comité de pilotage de l'association du bon usage du médicament. Alors c'est pareil, vous pourrez aller voir facilement sur les sites tout ce que propose cette association. Et il est important que le préparateur, au même titre étant un acteur de la santé, qui puisse justement partager les expériences et être force de proposition dans toutes ces associations et partout où on peut parler des produits de santé en général. L'INCa, donc on a été sollicité pour travailler avec l'Institut national du cancer sur un projet qui a fini d'être écrit et qui devrait bientôt être publié. Avec la Société française de pharmacie clinique, on fait partie du groupe de travail PEPS, qui a permis aussi d'écrire des recommandations sur le rôle actif et important des préparateurs en pharmacie, qu'ils soient officines ou hospitaliers, dans le cadre de la conciliation et en particulier sur le bilan médicamenteux. On est aussi partenaire avec Europharmat et puis on est sollicité aussi par les Omédites avec qui on peut travailler et participer à des journées d'études. Donc, vous voyez, on est quand même très représenté. On travaille sur pas mal de dossiers en même temps, ce qui est important. De plus, alors ce qu'il y a, c'est que les préparateurs en pharmacie hospitalière se sont dotés d'un CNP, donc c'est un Conseil national professionnel. C'est un CNP, alors la particularité par rapport aux pharmaciens, les pharmaciens ont un seul CNP pour les préparateurs, pour les pharmaciens, pardon, que ce soit à l'officine ou que ce soit à l'hôpital. Pour des raisons plus contextuelles, sur lesquelles je ne reviendrai pas, les préparateurs ont 2 CNP. Il y a donc le CNP des préparateurs en pharmacie hospitalière et un CNP des préparateurs d'officine. Donc, notre arrêté est sorti en 2022. C'est un groupe qui travaille depuis 2019. Donc, comme je l'ai dit, il est né, ce CNP est né d'un groupe de PPH et avec 2 associations, donc la NPPH et le comité de liaison des centres de formation des PPH. Nous fonctionnons en commission puisque la NPPH en fait partie. Donc, le CNP est vraiment reconnu par l'État comme représentant officiel, et ça a son importance, d'une profession et unique d'une profession. Donc, les prérogatives des CNP restent quand même très importantes. Ils proposent le parcours pluriannuel de DPC, donc de développement professionnel continu, apporte une expertise dans des domaines scientifiques et opérationnels liés à l'organisation et à l'exercice d'une profession. J'en profite d'ailleurs pour dire que le CNP est à la recherche d'experts préparateurs pour toutes les différentes commissions. Et il faut bien se dire que ce sont vraiment, et j'insiste, les préparateurs, puisque visiblement ce soir nous sommes nombreux et il est important que nous travaillions tous ensemble. Justement, on a besoin d'experts parce qu'il est évident que dans l'assistance ce soir, il y a des experts. Et il est important qu'ils s'approprient certains domaines d'activité pour lesquels il y a une vraie expertise, de l'appétence, de la compétence. C'est vraiment très important. Donc, c'est pour ça que le CNP contribue aussi à l'analyse et à l'accompagnement sur l'évolution du métier, les formations et les compétences des professionnels. Donc, on a proposé trois fiches de cadrage relatives à des orientations prioritaires qui nous ont été imposées par l'Agence nationale du DPC. Et parmi ces trois fiches de cadrage qui ont été validées, il y en a une qui est en collaboration avec les Manip Radio sur tout ce qui est radiopharmaceutique, donc vous pouvez les retrouver facilement sur le site de la NDPC. Les 2 autres sont, donc c'est un clin d'œil sans doute à la SFPC, mais pas que, sur justement le bilan médicamenteux par les préparateurs en pharmacie hospitalière. Et l'autre fiche, c'est sur les préparateurs en pharmacie hospitalière qui travaillent dans les unités de soins, donc l'approvisionnement, la gestion, toute cette partie-là qui reste importante. Et c'est vrai que de plus en plus, les préparateurs travaillent hors des murs de la PUI. Donc, il était important qu'on écrive cette feuille aussi de cadrage.
Donc maintenant, je vais passer juste à une estimation du nombre de PPH, parce que le gros problème, c'est que nous ne savons pas combien nous sommes. C'est qu'une estimation, on a à peu près la même quand on fait les calculs par rapport aux diplômés avec les centres de formation, la DGOS, etc. On serait environ 9000 en France. Bon, alors dessous, je vous ai mis une répartition des adhérents. Je n'ose même pas donner le chiffre des adhérents parce qu'on est à peu près 9000. Le pourcentage de gens qui adhèrent à la NPPH, et je ne peux pas croire un seul instant que ce soit le montant parce que je crois qu'on est à 39 € annuels. Et il ne représente pas justement le nombre de PPH qui est sur le territoire. Qu'ils soient métropolitains ou ultramarins. Et c'est bien dommage, donc j'en profite ce soir pour faire un appel. Il est vraiment important qu'il y ait puisque nous sommes quand même la seule association reconnue par les pouvoirs publics, donc c'est quand même très important. Je vous ai quand même fait une petite répartition de là où il y a un peu plus d'adhérents. Bon, ça n'a pas une valeur, c'est juste, hein, mais c'est vrai que le nombre d'adhérents est quand même extrêmement faible par rapport au nombre de préparateurs. Donc là, je fais vraiment un appel puisque la profession qui est en pleine mutation et évolution a vraiment besoin de ces professionnels de terrain pour leurs compétences, j'insiste bien, et leur expertise évidente, quoi. Donc, dans les projets, alors c'est vrai que j'ai fait une liste comme ça de projets. Donc, le DE grade licence, maintenant, il est acté. Il n'en demeure pas moins que il faut, enfin, qu'il y a encore, ça va être les premiers diplômés vont arriver donc en cette année-là, cette fin d'année scolaire, il y a encore énormément de personnes qui souhaiteraient sans doute obtenir cette 3e année hospitalière qui, théoriquement, selon quand même le Code de la santé publique, est obligatoire pour exercer en tant que PPH dans les établissements de santé. On connaît le contexte de ressources humaines qui est extrêmement contraint, compliqué et qui fait qu'on a plein de collègues qui n'ont pas pu faire cette 3e année, d'autres peut-être qui souhaitent moins, mais qui restent quand même importantes. Et c'est vrai que j'insiste bien sur le fait qu'on représente au niveau de la NPPH, on parle de pharmacie hospitalière, hein, mais on représente tous les préparateurs qui exercent en PUI, hein, d'établissements de santé ou médico-sociaux. Hein. J'insiste bien là-dessus. Et c'est vrai qu'on essaie de trouver des solutions avec les pouvoirs publics pour permettre justement de façon le plus facile, même si ça reste compliqué, de pouvoir accéder à cette 3e année qui légitime complètement ce parcours hospitalier et ces compétences qui sont notoires quoi, pour la pharmacie hospitalière. Donc, voilà. Donc, ensuite, il y a la VAE. La VAE, donc pourquoi j'en parle? Parce qu'en fin de compte, ça devait être quelque chose qui avait été mis en place avec le DPPH, qui devait rester que quelques années et qui devait être abrogé assez vite. Et puis en fin de compte, on s'est aperçu que la VAE, ça a été presque une solution plus commode dans les établissements de santé, justement pour des contraintes de ressources humaines. Après, les gens, les collègues ont de l'expérience et puis c'est bien de pouvoir montrer en valorisant leur expérience qu'ils peuvent accéder aux différents modules. Donc là, l'assurance qu'on a eue de la DGOS, c'est que même si à ce jour, donc la VAE ne peut se faire à partir du 1er janvier que sur le modèle du DE grade licence, il n'en demeure pas moins qu'on a bien insisté quand même avec la DGOS pour expliquer que la plupart de nos collègues qui travaillent en établissement de santé ne seront pas titulaires du DUST, mais du BP, et qu'ils ont une expérience très, très importante dans les hôpitaux. Donc, on a eu l'assurance que cette VAE, qui peut paraître peut-être désuète, pas du tout en fait, que cette VAE pourra perdurer et que les exigences vont être un peu plus importante avec le nouveau livret 2, puisque c'est comme ça ça s'appelle au niveau de la VAE, le livret 2 qui n'est pas encore finalisé,
qu'on nous avait promis pour début 2025, ensuite premier trimestre 2025. Ce sera plutôt au deuxième trimestre 2025 parce que quand il y a des livrets, des choses comme ça qui sont écrites, elles doivent être éprouvées évidemment. Et puis il y a des arrêtés, il y a tout un processus administratif autour qui fait que ça prend un peu plus de temps que prévu. Voilà, sur cette partie-là. Alors, je ne sais pas si je suis très claire sur la partie VAE. Si. On a des questions sur la VAE, VAP, on pourrait y revenir après, Sylvette. Oui, très bien, très bien. Il nous reste, au passage, on est à 20 minutes. D'accord, très bien. Alors, je vais accélérer. J'ai presque fini, mais je vais accélérer quand même. Oui, j'ai presque fini. Donc, alors, il y a quelque chose là qui est très important. Et là, si les préparateurs, comme je sais qu'ils sont nombreux ce soir, il est très, très important, c'est qu'on a eu une commande, entre guillemets, de la DGOS via justement notre CNP sur une réflexion sur les protocoles de coopération. Alors, je vais pas vous sortir les 50 pages là, liées à ce que c'est, comment il faut faire et tout. Je vais en parler très rapidement, mais ces protocoles de coopération par rapport au PUI, d'après ce qu'on a compris, mais je pense qu'on a plutôt bien compris, c'est que ce sont des protocoles de coopération qui vont permettre aux préparateurs en pharmacie localement de pouvoir aller au-delà des prérogatives qui sont permises. Donc, on pourra peut-être en reparler un peu plus. Je remets juste le cadre. Comme il n'y a plus que 20 minutes, c'est pour ça que ensuite, je voulais profiter du fait qu'il y avait justement un syndicat représenté, des pharmaciens représentés sur tout le territoire et sans doute avec des PUI, avec des PUI plus petites que des CHU ou des grands CH, pour parler de cet exercice dans les PUI avec pharmaciens isolés, qui est un vrai problème pour le pharmacien isolé, mais qui reste aussi, où il y a des impacts sur les collègues préparateurs avec des petites équipes. Et quand il n'y a pas de pharmacien, le préparateur ne peut pas travailler puisque un préparateur n'existe pas s'il n'y a pas de pharmacien. Ça, c'est le code de la santé publique. Et ça peut créer des inquiétudes. Et il y en a eu, on a été interpellé plusieurs fois. On a alerté le ministère aussi, d'ailleurs, sur ce sujet-là, parce qu'on peut arriver, faute de pharmaciens, à des fermetures de pays. Et c'est vrai que ce sont des drames humains pour nos collègues préparateurs qui ne peuvent pas toujours aller à plus de 50 km ou voire plus de leur domicile. Et ça, c'est un vrai souci. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le RPPS et la carte ICPS. Nous sommes la seule profession réglementée qui n'avons pas de carte RPPS, alors qu'un texte en 2022 dit que tout professionnel de santé dans les préparateurs, en pharmacie hospitalière, l'officine, ils l'ont eu par un biais, enfin, ils arrivent, ils peuvent, mais ils ont un RPPS+, et pas un RPPS. Et nous sommes avec le CNP et puis un administrateur de la NPPH qui suit le dossier au millimètre depuis 2022, en train de voir comment on peut obtenir cette inscription sur le répertoire. Alors, c'est plus des histoires administratives. On a essayé de demander que ça se fasse par le même biais que les Tech Labos. Alors, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller voir le texte, on le trouve assez facilement. À ce jour, on n'a que c'est pas des fins de non-recevoir, parce que l'agence du numérique en santé est tout à fait, essaie de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est les modalités. On est tellement dans des contraintes administratives que c'est extrêmement compliqué de pouvoir le mettre en place. Aujourd'hui, ça devient incontournable, justement avec l'évolution de la profession. Les logiciels maintenant obligent à mettre des numéros RPPS pour s'identifier, c'est tout à fait normal. En 2025, il est anormal qu'un préparateur qui a besoin de s'identifier soit obligé de prendre la carte du pharmacien pour pouvoir s'identifier. On est dans une prise en charge de qualité totale pour les patients et on est obligé de gruger. Il y a un non-sens. Je fais exprès d'être un peu provocatrice, mais c'est exprès, hein, c'est vraiment exprès. Voilà, ça c'était les points que je voulais aborder. Et avant de terminer, je voulais juste dire que nos 45e journées de la NPPH auront lieu au Futuroscope à Poitiers. Donc venez nombreux, il y a encore de la place. Le programme est sur le site et vous allez voir, la barre est haute au niveau du programme cette année. Que l'année prochaine, pour ceux qui n'auront pas eu le temps de s'inscrire, nous serons à 3.
au mois de mars 2026 et que nous organisons des formations toujours avec des bénévoles qui sont référents de lieux de formation sur différents lieux en France, que nous sommes certifiés Calliope pour nos actions de formation et que nous avons justement renouvelé pour 3 ans en août dernier. Enfin, en août, on a passé l'audit et on a été renouvelé, estampillé au mois de novembre 2024 pour 3 années. Donc là, vous avez le programme et on trouve tout ça sur le site pour 2025 et pour 2026. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, j'étais un petit peu, c'est peut-être un petit peu vite. Non, mais on va pouvoir revenir sur les différents points, vous inquiétez pas, Sylvette, on a déjà 2-3 questions. Déjà, je voulais vous remercier pour cette présentation qui nous permet de comprendre l'évolution du métier et puis de votre implication dans les différentes instances. Je pense que c'est très important de représenter les préparateurs à tous les niveaux, donc merci beaucoup pour ce que vous faites. Moi, j'avais une première question à vous poser, et puis après, je laisserai la parole à nos participants. Moi, je voulais vous poser la question sur les protocoles de collaboration dont vous nous parlez. Oui. Et de coopération, pardon, pas collaboration. Oui. Tout à fait. Et je voulais savoir déjà quels étaient les domaines. Et puis derrière, vous en avez un peu parlé, mais je voudrais un peu creuser s'il y avait des liens avec la pharmacie clinique pour ces protocoles. Très bien. Alors, donc, les protocoles de coopération, c'est ça. Les protocoles de coopération, ça a déjà démarré pour d'autres professions. D'ailleurs, les pharmaciens, ils ont des protocoles de coopération un peu nationaux. C'est le fait de pouvoir prescrire, c'est un peu dans le même esprit que de faire des actions qui n'étaient pas prévues au départ dans la profession, pour faire un peu simple. Et c'est pour ça que pour les préparateurs en pharmacie, c'est pour ça que comme les PPH, ils sont sous l'autorité technique des pharmaciens, donc il est évident que dans le cadre d'un protocole de coopération, c'est dans ce sens qu'il ne pourra être que local, parce que ça va être dans l'esprit quand on lit les textes, parce que comme ça va être, c'est le pharmacien forcément qui va permettre avec le préparateur ce protocole de coopération, il est évident qu'il faut que ce soit complètement cadré, parce que c'est quand même des déclarations qui sont faites auprès des ARS, il y a un vrai cadrage. Et dans ce sens, il faut qu'il y ait que le pharmacien délègue certains actes, habilite le préparateur, le forme, pour pouvoir justement travailler sur différentes missions. Et puis évidemment, il y a une évaluation, il y a tout un processus. Donc là, je fais un petit raccourci, mais il y a quand même tout un processus pour pouvoir faire ces protocoles de coopération. Et c'est sans doute là où le préparateur devient de plus en plus expert. Et c'est vrai que là, en ce moment, en plus, ça se fait, mais de façon complètement officieuse, puisqu'on sait pertinemment que dans des pays, je pense à certains établissements où des pharmaciens ont délégué certaines missions sur les essais cliniques, dans des stérilisations aussi. On sait que des missions ont été déléguées. Il y a des habilitations, ça reste contractuel en interne, sans doute de façon officieuse, et ça fonctionne plutôt bien. C'est peut-être encore confidentiel dans la mesure où il y a quelques retours comme ça d'expériences qui sont décrites de façon plus officieuse qu'officielle d'ailleurs. Enfin si, puisqu'on a quand même des retours, justement à nos journées nationales, on permet aux préparateurs qui ont des missions un peu particulières de décrire ce parcours et de décrire comment a été organisé au sein de la PUI avec les pharmaciens, parce que comme on le disait, on reste les premiers collaborateurs des pharmaciens, hein. Donc, tout en restant dans ces cadres-là. Et actuellement, il y a un projet en radiopharmacie. Alors, comme c'est une activité qui est un peu plus technique, et c'est vrai que pour l'encadrement de ce type d'activité, c'est sans doute moins compliqué à mettre en place, comme c'est très technique.
sans doute, on va voir un petit peu comment ça évolue parce qu'on travaille là avec le CNP et quelques personnes sur ces projets-là. C'est vrai que ça peut aussi créer un peu d'émulation dans la mesure où on se rend compte que c'est possible et ça rend aussi pour le préparateur, ça donne quand même une visibilité. Et il est normal que quand, on ait quand même une profession avec justement des compétences, certains avec des expertises métiers qui sont vraiment connues et reconnues. Et ça permet d'asseoir un petit peu justement ces compétences avec ces protocoles de coopération, parce que là, il y aura quelque chose de cadré, d'écrit. Bien sûr, ce sera sur la base du volontariat, ça c'est évident, hein, parce que les appétences pour certaines activités, on ne va pas forcément avoir tous les mêmes, hein, ça c'est sûr et certain. Et on parlait de la pharmacie clinique. Ah, c'était ça, la pharmacie clinique. Alors, c'est vrai qu'avec la SFPC, alors je ne sais pas, il y a peut-être des représentants de la SFPC qui sauront mieux en parler que moi ce soir, mais c'est vrai que le fait d'avoir travaillé avec ce groupe PEPS, là, avec les préparateurs, ça a permis vraiment de mettre en évidence la valeur ajoutée des préparateurs sur la partie déjà bilan médicamenteux. Donc, et je suis persuadée que ça se fait pareil, de façon sans doute informelle, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire s'il y a eu déjà des protocoles de coopération qui ont été déposés avec des préparateurs. À mon avis, je ne pense pas, dans la mesure où c'est la demande pour les préparateurs a été faite donc auprès du CNP fin d'année dernière. Donc, comme on doit s'emparer un petit peu enfin comme le CNP, je dis nous, mais c'est parce que je travaille un petit peu, le CNP doit s'en emparer. À mon avis, il n'y a rien et c'est pour ça qu'on est sollicité par certaines pays pour travailler sur cette partie-là. Mais c'est là où vraiment il faut que tous ensemble, donc préparateurs, pharmaciens, internes et tous travaillons et que là je lance un appel vraiment aux collègues préparateurs pour rejoindre ou la NPPH ou le CNP sur des missions comme ça ponctuelles pour travailler et vraiment décrire ce que le préparateur peut apporter dans le cadre de ces protocoles de coopération, parce qu'il est évident qu'avec les contraintes de ressources humaines, avec tout ce qu'on demande aux pharmaciens dans les hôpitaux, à un moment, là, enfin, ça déborde un petit peu, quoi. Enfin, on se rend bien compte quand même il y a quand même alors moi, comme je suis un peu ancienne dans la profession, on voit bien quand même depuis le fin de siècle dernier l'évolution de la pharmacie hospitalière et le fait que la pharmacie a pris en charge, que ce soit la stérilisation, la pharmacotechnie. Alors les plus jeunes, ils ne savent pas de quoi je parle là, hein, mais moi qui travaille depuis quand même assez longtemps, c'était des missions qui n'étaient pas de la responsabilité pharmaceutique au sens comme on l'entend aujourd'hui. Et on voit bien que le fait que la pharmacie s'en soit emparée, on est quand même dans une qualité importante dans la qualité de la prise en charge du patient. Donc, il est important justement qu'on ait des personnels, des collègues avec des connaissances, une formation initiale vraiment upgradée et puis qui continuent cette formation en interne et aux côtés des pharmaciens, bien entendu, hein, puisqu'on travaille on travaille ensemble pour le même objectif, tout en restant dans son cadre professionnel, parce qu'on n'est pas interchangeable. Il ne faut pas non plus, c'est pas, à aucun moment je ne souhaite dire ça, quoi. On a, pareil, alors sur le chat, on a pas mal de questions sur les formations. Alors, est-ce qu'il est prévu que les formations PPH soient intégrées dans les universités, dans le cadre du LMD? Est-ce qu'il existe des formations en e-learning pour la partie VAE? Existe-t-il des VAP? Voilà, je vous les mets Oui. un peu en vrac, mais Très bien. beaucoup de questions sur la formation et sur le complément. Oui, alors, le e-learning pour le DE-PPH, non. Ça, non. Alors, à ce jour, ça peut peut-être évoluer. Ceci étant, aujourd'hui, alors, ce n'est pas une vraie licence, hein, c'est un DE grade licence, ce qui fait que le RNCP, le registre là, national des certifications professionnelles, il vient de sortir pour le DE grade de licence fin d'année dernière, donc il est assez récent. C'est pareil, il n'y a pas eu de pub de fait quand il est sorti, et il est bien estampillé ministère de la Santé, alors que le DUST
est estampillé ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, on est bien sur un DE grade licence, un peu comme les infirmiers. Hein. Donc, c'est dans ce sens que pour les universitaires, à juste titre, ce n'est pas une vraie réingénierie dans la mesure où ce n'est pas une licence telle qu'on l'entend dans le cursus des accords de Bologne qu'on a signé en 99, quoi, où on devrait rentrer dans la LMD. Donc, il y avait ça. Alors, ce qui a été demandé aussi, donc le e-learning, à ma connaissance, non. Il faudrait se renseigner auprès des… Mais pour moi, ça ne me semble pas possible. La formation, et non, parce que même pour avoir relu le RNCP là récemment, non, la formation, elle se fait en alternance. Hein. Il n'y a pas de… Alors peut-être que pendant la période Covid, il y a eu des cours comme ça, mais non, il y a des cours, qui sont à l'université et puis dans les centres de formation, plus dans les centres de formation, puisque ça n'a pas changé au niveau lieu de formation. Ça peut être aussi un problème, hein, ça c'est sûr, puisque le maillage géographique, il n'est pas forcément homogène. Il est dans là où étaient déjà les centres de formation des PPH. Hein. Il y avait ça. Et il y avait une question sur la VAP. Alors, la VAP, ça c'était, maintenant que j'ai bien compris ce que c'était par rapport à la VAE, on en avait parlé à un moment parce que la VAP, ça permet à quelqu'un qui n'a pas le diplôme de pouvoir s'affranchir du diplôme pour passer à la catégorie au-dessus. Ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec les doyens des universités avant que le DE PPH se mette en place. À ce jour, ce n'est pas tellement d'actualité. Ceci étant, ce n'est pas parce que ça n'est pas d'actualité aujourd'hui qu'on ne va pas en parler. Parce que dans les questions qui nous sont posées au niveau des collègues, on nous demande, ceux qui ont le DE grade licence demain, ils ont donc un niveau 6 des diplômes, alors que ceux qui ont le DPPH ont un niveau 5. Donc, on a des collègues qui nous ont posé la question en nous disant, mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le même niveau? Alors, même si on ne gère pas du tout ce qui est salaire, ce que moi je réponds, si c'est pour gagner plus d'argent, il n'y a rien, parce que la catégorie A, ce sera la même pour la fonction publique hospitalière. Les gens qui ont le DE grade licence ou qui ont le DPPH, le salaire est le même, puisque quand ça a été mis en place, le passage de la catégorie A, ça a été fait dans l'autre sens. Il aurait fallu faire la réingénierie et après passer en catégorie A, mais ça a été fait dans l'autre sens. Bon, c'est comme ça. Par contre, s'il y a une poursuite d'études, si quelqu'un veut aller vers un master ou d'autres diplômes, sans doute que ce sera facilitant d'avoir le DE grade licence. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, avec le DPPH, on peut faire quand même des poursuites d'études au-delà le grade. On peut faire des licences, voire des masters, hein, puisque même les personnes qui font l'école de cadre de santé, ils ont un master 2 après en étant DPPH. Et je ne sais plus s'il n'y avait pas une autre question, mais je l'ai peut-être oubliée. Non, il y a pas mal de questions pour le passage du livret 2 en VAE quand on a déjà eu le livret 1. Ah oui, bah le livret A, de toute façon, c'est juste une formalité administrative. Hein. Le livret A, c'est donner son nom, ses diplômes, son truc. Donc, à partir du moment où on a le livret A, aujourd'hui, le seul livret… Et là, par contre, ça met en difficulté nos collègues qui souhaitent justement faire la VAE actuellement parce que le livret 2 du DPPH est abrogé, puisque le diplôme a été abrogé fin d'année dernière, et le livret 2 donc, du DE grade licence, aujourd'hui, n'est pas prêt. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a des collègues parce que c'est vrai que la situation a été un petit peu pas facilitée pour les gens qui étaient en train de faire la VAE, pour les collègues qui étaient en train de faire la VAE fin d'année dernière, parce qu'on leur a dit au mois d'octobre qu'ils devaient déposer leur livret 2 au 30 novembre pour pouvoir passer un jury avant la fin de l'année. Donc, il y a quelques jurys qui se sont réunis pour le DPPH. Toutes les régions n'ont pas pu organiser les jurys puisque c'est la DRITS qui s'occupe de ça. Et les personnes qui ont quand même qui ont terminé leur livret 2 dans les temps, on a eu l'assurance de la DGOS et les DRITS qu'ils passeraient le jury quand même avec le livret 2 qu'ils avaient rendu dans les temps, parce qu'on ne peut pas imposer un deadline et puis après s'en affranchir pour des raisons organisationnelles. Par contre, ces personnes-là seront interrogées sur le DE grade licence. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire les correspondances aussi
Alors là où ça peut poser questionnement, c'est que mais ça me fait penser à pharmacie clinique tout à l'heure dont on a parlé. Là, c'est vrai il va y avoir sans doute des modules, on dit plus modules, mais les blocs de compétences, je crois que ça s'appelle maintenant avec le nouveau, sous réserve ça. Hein. La sémantique, comme ça change un peu, je n'affirme pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir justement des modules qui risquent d'être, enfin des séquences qui risquent d'être peut-être un peu plus compliquées parce que dans le DE grade licence, il y a des choses supplémentaires qui peuvent être demandées. Mais ce qu'il y a, c'est que même les personnes qui ont cette expérience, après, elles auront un DE grade licence. Donc, je me dis qu'il faut positiver, quoi. Elles auront, elles, le DE grade licence de suite, quoi. Et je voulais en revenir justement quand on parlait de pharmacie clinique tout à l'heure. Dans le DE grade licence, il y a quand même un gros plus pour les collègues préparateurs, c'est que la formation ETP est incluse dans la formation de ce DE grade licence. Donc, c'est quand même aussi pour la partie pharmacie clinique, quand on parle de protocole de coopération, ça peut être un plus aussi pour justement être dans les équipes, même si j'ai bien compris que la pharmacie clinique n'était pas une activité pharmaceutique, j'ai bien compris, pas que. Et c'est quand même important que ces collègues-là qui arrivent sur cette formation, c'est quand même un gros plus, quoi. L'initiation à la recherche, il y a quand même quelques petites. Il y a des choses qui sont bien, qui sont vraiment importantes pour justement mettre en exergue notre profession. On a quelques questions techniques sur l'oral justement du livret 2. Comme vous venez de le dire, ça concerne donc le programme du DE grade licence. Oui. Donc du coup, il y a des préparateurs qui le préparent en VAE qui se posent la question de où peut-on trouver des annales, comment prépare-t-on Ah ben, les annales du DE grade licence, il n'y en a pas, puisque le diplôme se met en place. Alors, si je sais que pour le DPPH, il y a quelques centres de formation qui ont des annales sur leur site. Alors bon, je cite Metz parce que je sais qu'ils en avaient. Il y en a peut-être d'autres, peut-être aller voir sur les sites des différents centres de formation parce qu'ils sont faciles à trouver. Il doit y en avoir d'autres. Hein. Mais alors, c'est vrai que ça va être les annales du DPPH, ça c'est évident, puisqu'il y a plus, puisque le nouveau diplôme n'existe pas. Mais ce qui est important, c'est peut-être d'aller, on a mis sur notre site, normalement il y est, même sur le site du CNP, c'est le descriptif de ce nouveau diplôme, le DE grade licence, c'est plutôt bien fait quand même. Bon, la fiche RNCP, elle est ce qu'elle est, mais c'est plus, c'est bien écrit dedans aussi. Mais là, il y a vraiment le détail de tout ce qui est attendu. Alors, c'est vrai que des exemples, par exemple, parce que comme il y a l'initiation à la recherche dans le DE grade licence, et pour avoir discuté avec des gens de la DGOS, justement, j'ai dit, mais comment est-ce qu'un préparateur qui va faire la VAE va pouvoir valider l'initiation à la recherche, puisque c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant et qu'on n'a pas forcément fait. Et donc, comme exemple qui ont été donnés, c'était que quelqu'un qui a travaillé, par exemple, sur des EPP, et c'est vrai que les préparateurs peuvent travailler sur des EPP, c'est une forme aussi d'initiation à la recherche. Donc, c'est pour ça qu'il est important, quand les préparateurs qui souhaitent faire, les collègues qui souhaitent justement préparer leur VAE, il est important de faire un descriptif de leur activité extrêmement détaillée, vraiment concise, mais enfin concise et détaillée. Alors c'est vrai que c'est antagoniste, mais de bien penser à tout ce qui est fait au sein de la PUI, dans les unités. C'est vraiment important d'avoir ce retour d'expérience assez important. Et c'est vrai que là, alors moi je ne les ai pas encore, hein, j'ai demandé à les avoir, alors je pense que ce sera que quand ce sera officiel, que la DGOS nous donnera les équivalents justement entre le DE grade licence et le DPPH pour la VAE. Donc ça ne devrait pas tarder, mais là, j'ai encore appelé la semaine dernière parce qu'en prévision du webinaire, des fois qu'il y aurait un scoop, eh bien non. Alors, on a une question de Damien. Peut-être peut-il prendre la parole qui est comment mettre en valeur justement le passage en licence dans l'augmentation des compétences du préparateur. Je pense qu'il peut peut-être un petit peu compléter sa question. Damien? Damien? Non, pas de Damien. Alors, ouais. Ah, il arrive. C'est pas Damien, c'est Philippe Arnaud qui a posé la question.
Moi, j'avais plaidé à l'époque pour Oh, que, c'était Damien. quand les préparateurs obtiendront le grade de licence, ils puissent avoir, comme les infirmières, un décret de compétence, ce qui permettrait de faire évoluer les choses, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé. Eh bien, vous avez la bonne impression. Très sincèrement, vous avez la bonne impression parce que c'est vrai que quand on a essayé de parler alors de décret de compétence ou de rôle propre, alors ça c'est un gros mot entre guillemets. C'est un gros mot. Alors on se heurte aussi quand même au code de la santé publique parce qu'on est quand même nombreux dans la profession à parler du contrôle effectif. On en pense ce qu'on veut, et puis derrière ça, ça c'est toujours dans les textes. Et c'est vrai que ça peut être opposé régulièrement. Euh, donc, c'est pour ça, pour en revenir à ce que vous disiez, parce que les décrets de compétences, ça, je pense que c'est pas trop, et j'entends ce que vous avez demandé parce qu'on a essayé aussi, mais on se heurte, comme je vous disais, à ces textes du Code de la santé publique, dont certains datent de 1946 quand même. Euh, bon, il y a encore quelques personnes qui y tiennent à ces textes-là. Même avec les parlementaires, c'est très compliqué de faire bouger les textes, c'est très compliqué. Et c'est pour ça, pour répondre à ce que vous disiez, c'est pour ça que justement avec ces protocoles de coopération, ça peut être un moyen d'arriver un petit peu à ça. Ça restera local quand même, hein, ça restera local, ça c'est sûr que ça va être. Mais le fait après, il faut voir comment ça va évoluer, parce que des protocoles locaux, si on s'aperçoit que ça fonctionne, que c'est bien encadré, que la délégation est bien faite, les habilitations, les évaluations, ça peut peut-être permettre d'après, dans l'avenir, de pouvoir généraliser un peu plus. Il faut dire quand même qu'on a des PUI qui sont extrêmement hétérogènes. Donc, c'est compliqué c'est compliqué de mettre tout le monde avec les mêmes activités. On voit bien que d'une PU à l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes activités. C'est assez compliqué. Mais l'idée, un petit peu, c'est un peu ça. C'est qu'on s'est dit, c'est peut-être par ces protocoles de coopération qu'on arrivera à ce que vous suggériez. Tout à fait. Le problème Je des pense qu'il y a... protocoles qui sont les articles 51, c'est toujours très très long. Et Tout à fait. Et la loi peut être changée rapidement. Il suffit qu'il y ait une volonté. Voilà. Mais complètement, mais complètement. On voit bien quand on a pour solliciter les parlementaires sur plusieurs sujets, on voit bien, c'est compliqué. Alors, un truc juste, c'est un détail, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie aussi de ce qu'on souhaiterait. On est la seule profession aussi réglementée et paramédicale à ne pas être au Haut Conseil des professions paramédicales. Et ce sont d'autres professions qui vont écrire la profession de préparateur en pharmacie. Donc, c'est vrai qu'il y a des non-sens quand même, hein. Et là, je pense que ça fait 20 ans que cette demande est faite, réitérée aux différents ministres, aux différents, mais enfin, bon, mais on va continuer, hein, Je pense qu'il parce est qu'on, important aussi de collaborer avec des sociétés savantes comme la oui, SFPC afin d'appuyer la participation du préparateur sur la pharmacie clinique dans tout un à premier fait. temps, mais après on peut l'étendre à tout un tas d'autres rôles. Mais Oui, oui. les nouveautés portant beaucoup sur la pharmacie clinique, je pense que ça peut être important de travailler avec eux là-dessus. D'autant Mais qu'ils se tout, sont positionnés l'année dernière à leur congrès en disant que le préparateur avait son ouais. rôle dans la pharmacie clinique. Complètement, complètement. C'est vrai que la SFPC a ouvert vraiment les portes aux préparateurs et pour vraiment travailler sur justement sur ce qui a été fait il y a quelques années et qui a donné ce résultat-là. Tout comme avec Europharmat, en parlant de société savante, sur les dispositifs Oui. médicaux, c'est vrai qu'on a un partenariat assez important aussi avec Europharmat et avec le rôle du préparateur au bloc opératoire aussi. C'est vrai Oui. que c'est aussi, il y a des ateliers depuis déjà pas mal d'années où la NPPH était partie prenante parce on participait à ces ateliers-là. Mais effectivement, il est important de travailler avec les sociétés savantes. On a réécrit, ça va faire 2 ans maintenant, avec le syndicat des pharmaciens, des radiophares, la fiche type de poste
du préparateur en radiophare pour un petit peu, parce qu'il y avait eu à un moment, et tout, dans tous les hôpitaux où il y a de la médecine nucléaire et de la radiopharmacie, il n'y a pas forcément des préparateurs. Et donc, c'est vrai que le travail pouvait être partagé avec les manip radio. Il y a encore 20 ans, c'était un petit peu plus compliqué, les relations et tout. Maintenant, c'est devenu hyper fluide. Et comme ça a permis de bien repositionner le préparateur en pharmacie hospitalière qui travaille là, le cadre de santé, le radiophare, le manip radio. Ça a permis de de recontextualiser et de rendre à César ce qui appartient à César, mais de façon complètement constructive, tous ensemble. Et c'est vrai qu'on aimerait bien aussi travailler sur d'autres fiches comme ça, mais toujours pareil, il nous faut du temps. Et puis des ressources bénévoles, parce qu'il faut bien se dire que vous comme nous, hein, on reste des bénévoles dans ce type d'activité, mais il est vraiment important que collectivement on s'empare de ce sujet pour justement arriver à bien montrer ce dont on peut faire et cette valeur ajoutée de la profession. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Bon, je pense. Aurélie, qu'en penses-tu? On arrive au terme de ce webinaire. Tout à fait. Eh ben, on va pouvoir conclure sur ces mots, si vous voulez bien. Merci à vous tous pour votre présence à ce webinaire. Vous étiez très nombreux ce soir. Un grand merci à nos intervenants, Sylvette Garrigou, présidente de Merci. l'ANPPH, et vous, Sébastien Amoureux, pharmacien et trésorier adjoint du SNPGH, je le rappelle. Nous espérons que cet échange interactif vous a permis de mieux appréhender les opportunités d'évolution des PPH. N'oubliez pas que ce contenu sera disponible en replay dans quelques jours. Nous vous enverrons le lien sur votre boîte mail. Dès à présent, vous pouvez continuer à échanger sur ce sujet au sein de Pharmacy Lunch. Je vous ai mis le lien dans la conversation du lunch de discussion dédié. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour des sujets tout aussi passionnants lors de nos prochains webinaires. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci Florence. Merci. Et à tous. Bonne soirée à tous et à tous et merci d'avoir été présents. Merci Sylvette. Merci, à bientôt.